Isabelle Saporta est parmi nous pour que, grâce à nous, on lui rende sa France. Ben, la nôtre à tous, hein. Ah oui. Alors, la France que tu veux qu'on te rende, il se trouve que je n'ai aucun mérite particulier, mais il se trouve que du fait de mon âge, je l'ai connue, même bien avant que tu sois là, et je peux dire qu'effectivement, il y a de bonnes raisons qu'on puisse déplorer qu'on vous en ait privé, ta génération et celles qui suivent. Alors, dans le livre, tu vas nous expliquer comment tu l'as sillonné, tu l'as parcouru. Tu l'as parcouru nos vertes campagnes, mais aussi jusqu'au cabinet ministériel, les préfectures, toutes sortes d'endroits où tu as mené tes activités, notamment professionnelles. Mais tu as découvert la vie politique concrète dans le 14e, c'est ainsi qu'on s'est rencontrés, il y a peu, et très rapidement, tu as mis un terme à cette ébauche de carrière. Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors, mais ça, on va peut-être parler seulement de ça en conclusion. Comme tu veux. Et je propose que tu nous résumes un petit peu de quoi ça parle, ce livre. Comme tu sais, puisqu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises, moi, je prends des notes tout le temps, en fait. Je passe ma vie, je rencontre beaucoup de gens, et je prends des notes tout le temps. Et c'est vrai que j'avais fait plusieurs livres déjà avant, le livre noir de l'agriculture, Foutez-nous la paix, Vino Business, où au fond, j'avais été un petit peu partout pour voir comment fonctionne la technostructure française pour créer des usines à gaz, en fait. Tu sais, c'est toujours la France des Shadocks, au fond. On pompe, et on trouve jamais rien. Mais entre-temps, on n'aura pas créé une solution, parce que ça, ce serait trop bien, si tu veux. Mais on aura créé une nouvelle métastase bureaucratique. Et ça, c'est quand même vraiment la spécialité française. Du coup, je me suis penchée sur cette question. Je prenais des notes, notamment quand je faisais cette campagne municipale. Si tu veux, au fond, c'est un sport national. C'est-à-dire que la France est un pays de cocagne, assez extraordinaire, mais c'est comme si une méchante fée s'était penchée sur son berceau. Non, mais avec autant d'atouts, il faut quand même qu'il y ait un truc qui ne marche pas. Et ce truc qui ne marche pas, c'est effectivement cette technostructure qui n'est pas capable de répondre concrètement à ce qui nous arrive, mais qui au contraire essaye de nous faire rentrer dans des cases, et ce faisant, nous contraint, n'y arrive pas, et n'a aucune vision pour la France, à part celle de nous casser les pieds. Et donc, si tu veux, j'avais déjà ce truc vraiment très prégnant, jusqu'à ce qu'arrive le Covid. Enfin, la Covid, selon... mais le Covid. Et là, c'est-à-dire que tout ce qui était déjà casse-pied en temps normal, si tu veux, en temps de guerre, comme pour reprendre la terminologie macronienne, ça devenait vraiment dramatique, en fait. Dramatique. Et là, tu te retrouves avec une administration qui réquisitionne les masques pendant que l'autre les brûle. Jusqu'à ce qu'on se dise que quand même ce serait peut-être pas mal d'aller voir pourquoi on brûle des masques alors qu'on en manque, qu'est-ce qu'ils ont ces masques, et quand même au moment où tu commences à regarder si ces masques sont pas à peu près utilisables, tu te rends compte qu'il y en a 85 millions que tu peux sauver. Et si tu veux, c'est toujours comme ça. C'est de se rendre compte que au moment où on manquait de tests, enfin le test est une problématique récurrente, on avait dit aux vétérinaires qu'ils n'avaient pas le droit de tester. Et pourquoi les laboratoires vétérinaires n'avaient pas le droit de tester? Parce que depuis 2013, il y avait une réglementation foireuse, pardonne-moi d'être trivial, qui disait que au fond, les labos vétos c'était pour les bêtes, et que les labos humains c'était pour les hommes, et que donc on allait se priver des laboratoires vétérinaires. Et donc si tu veux, au fond mon travail c'était de regarder, de déconstruire toutes ces incongruités. Et comme j'avais la chance avec cette campagne municipale de rencontrer énormément de fonctionnaires, et notamment de fonctionnaires qui travaillaient dans la territoriale, je les ai beaucoup contactés pendant cette période-là. Et par exemple, il y avait un haut fonctionnaire qui travaille dans une grande région du sud de la France et qui me dit écoute, j'essaye de les joindre. Je lui dis mais qui? Il me dit les cabinets ministériels, parce que là quand même ils nous demandent de confiner, et quand j'essaye de les joindre, ils me disent nous voltigeons de rime en rime, donc de réunion interministérielle en réunion interministérielle, on n'a pas le temps pour te parler, mais bon courage. Donc, bon courage, le bon fonctionnaire se débrouille tout seul pour confiner sa région. 3 semaines après le confinement, il reçoit une brochure extraordinaire, en couleur, magnifique, qu'il m'a montré, qui lui explique comment confiner sa région. 3 semaines trop tard, donc tu vois, je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc il me dit, on pourrait se marrer. Sauf que, ça a dû leur prendre du temps et de l'énergie de faire ce truc de 30 pages pour savoir comment confiner ma région, et que par ailleurs, une fois qu'il est fait, et que je me rends compte que moi, je ne l'ai pas confiné tout à fait comme
j'aurais dû, selon le papier, je suis obligée de la redéconfiner, reconfiner, pour que, enfin, ça ressemble à ce qui est marqué dans le papier. Donc c'est-à-dire que non seulement tu n'as aucune aide au moment où tu es dans la merde, hein, mais en plus, si tu veux, c'est en fait une espèce de truc qui te rend dingue, quoi. Je sais pas, c'est tout. Toi, quand tu as rouvert ta librairie, si tu as eu droit à tous les papiers sur l'espacement d'1 mètre, l'espacement de 30 cm, donc on est dans un truc qui rend fou. Et moi, si tu veux ça, à la rigueur, en temps normal, on pourrait le leur pardonner, mais en temps de crise, c'est impardonnable, parce qu'ils nous mettent en danger. Et à ce moment-là, en temps de crise, si tu veux, pour moi, tout a fonctionné aussi, pas que pour moi d'ailleurs, le Covid a fonctionné comme un révélateur de tout ce qu'on n'avait pas fait des années durant. C'est-à-dire que pendant des années, on a laissé tomber tous les services publics, que ce soit la justice, que ce soit la police, que ce soit l'armée, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les profs, l'éducation nationale. Et à ce moment-là, on se rend compte que le roi est nu. Mais c'est un peu tard pour s'en rendre compte. Parce que ces gens-là, ces métastases bureaucratiques, au fond, le problème, c'est qu'ils se sont pris en plus pour des cost killers. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune vision pour l'État, sauf celle d'enquiquiner en permanence les sentinelles sur le terrain, de leur donner de moins en moins de moyens, de rendre leur quotidien insupportable. Enfin, je veux dire, ça faisait quand même un an que les urgences étaient en grève au moment où le Covid est arrivé, un an qui nous disaient on n'en peut plus, qui jetaient leurs blouses, qui disaient qu'ils n'en pouvaient plus d'être exactement manifestation, ensevelis sous les normes, ensevelis sous la paperasse. Donc, si tu veux, là où je suis en colère en fait, ce livre c'est aussi un livre de colère, c'est-à-dire qu'on a un pays magnifique, on a des fonctionnaires sur le terrain qui se démultiplient, qui n'arrêtent pas, et je ne comprends pas pourquoi au fond la seule chose que soit capable de faire la technostructure, ce soit des étages bureaucratiques supplémentaires, des métastases bureaucratiques, et non pas une aide, un accompagnement, mais au contraire, en fait, ils nous cassent les genoux, voilà. Alors, il y a des questions dans le public. Je vais laisser la place à Nicole éventuellement. Et alors j'ai juste un autre petit truc, parce que j'ai une spéciale dédicace que je vais bientôt faire, on la prépare d'ailleurs avec toute cette équipe qui m'accompagne très gentiment. Je vais bientôt rencontrer Amélie de Montchalin. Et Amélie de Montchalin, qui est donc la ministre de la fonction publique, et qui, elle, prépare un magnifique plan de relance qu'elle va bien encadrer et qui est fantastique. Et ce plan de relance, où là quand même tu as vu pendant le Covid que le problème, c'est qu'il y avait trop d'étages, il y avait trop de strates administratives. Et donc, dans ce plan de relance merveilleux, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va rajouter des sous-préfets à la relance. C'est-à-dire qu'en gros, en France, tu as à peu près 200 préfets, 500 sous-préfets. Et bien nous allons rajouter une strate supplémentaire à toute cette strate. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu discutes avec les gens sur le terrain et tu dis mais comment, mais où, mais comment elle va faire, ils sont là, mais écoutez, on est très très embêtés parce que bien sûr des sous-préfets, il y en a déjà 200 dont on ne sait pas que faire. Hein. Donc on va en rajouter des nouveaux. Et du coup on se pose puisqu'on la a question... supprimé bientôt les départements, donc concentrer les régions. Exactement. Oui, excuse-moi. Non, je t'en prie. Et donc du coup, si tu veux, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, mais vraiment, tu vois, la vraie question prégnante, c'est où les mettre pour qu'ils fassent pas trop chier. Donc c'est quand même un truc, tu vois, juste cette idée de se dire, il y a un moment, on va écouter les régions, on va écouter les maires, on va voir s'il n'y a pas des solutions concrètes à faire émerger. Non, jamais, tu vois, il y a des têtes très bien faites qui vont penser la façon, si tu veux, d'organiser le marasme futur au cas où celui d'aujourd'hui ne serait pas déjà suffisant, tu vois, c'est incroyable. Oui, parce que jusqu'ici, ils avaient une solution qui a d'ailleurs encore été utilisée dernièrement, qui est bien placée pour le savoir, c'est de créer des commissions, des conventions, des Grenelles de ceci, des Ségur de cela, des grands pow-wow où tout le monde discute. Qui n'accouche de rien. Qui n'accouche évidemment de rien, ça fait longtemps que ça dure. Là, donc tout notre appareil d'État était mobilisé déjà depuis plusieurs décennies, non plus du tout à améliorer le fonctionnement de l'État, mais à s'autodétruire consciencieusement pour l'intérêt de quelques-uns que nous connaissons. Là, évidemment, ils sont un petit peu pris de court puisqu'ils ont été contraints d'essayer de servir l'intérêt public dans des circonstances quand même difficiles. Mais encore une fois, je ne veux pas anticiper sur les questions de Nicole, par exemple, mais il me semble qu'il y a une chose qui est problématique, c'est que
tu es un peu optimiste, me semble-t-il. Me semble-t-il je vais te dire quoi. Tu es un petit peu optimiste quant à la capacité de l'appareil municipal, comme tu sais, de l'appareil administratif existant. C'est pas une critique que je fais ad hominem, comme disent les journalistes maintenant, qui se découvrent latinistes, mais la manière dont tout ça a été construit et formaté, faut qu'ils changent complètement le logiciel qu'on leur a appris. C'est ça le problème. Et on leur en propose aucun. Indépendamment du fait que pour ce qui est, alors là, de la classe politique, je ne parle pas évidemment des petites bourgades de notre France profonde, mais je parle des grandes métropoles. Le résultat que nous avons eu, et tu as été la première à évoquer ça, c'est une connerie par jour, une idée à la con par jour, et même plusieurs parfois. Et comme tu sais, à Paris, et singulièrement dans le 14e arrondissement de Paris, on est particulièrement servi. Donc là aussi, on a un sérieux problème, parce que les péripéties administratives du Covid, on en parlera peut-être plus tard, ont été singulièrement compliquées encore par l'état de nullité accablante des récemment élus, justement, élections Covid. Donc, c'est une observation plus qu'une question. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais enfin, tu l'as vécu de près. En plus, tu nous as parlé de Shadok. C'est vrai, on a des Shadok, on a des ayatollahs, on a des grands yakas, enfin qui ont surtout manifesté en ces circonstances leur incompétence totale, et en particulier ceux qui étaient supposés représenter les classes populaires, que ce soit la gauche, les progressistes, les écolos ou Dieu sait quoi, et qui se sont avérés, dès qu'ils ont eu un semblant de pouvoir, les plus calamiteux. Donc c'est pas franchement une question, c'est une observation. Je ne sais pas comme tu es un petit peu partie prenante, quelle réflexion ça t'inspire. Bon, là où tu as parfaitement raison, c'est qu'au fond, le rôle des maires, des présidents de région ou présidentes de région est crucial, parce qu'au fond, c'est le contre-pouvoir de cette technostructure, et si ces contre-pouvoirs ne sont pas à la hauteur, alors on est vraiment pas bien, ok? Donc moi, si je me suis, puisque j'ai fait allusion au fait que je m'étais un petit peu énervée, emportée contre les nouveaux élus écolos en disant qu'ils avaient effectivement une idée à la con par jour. En tout cas, je l'avais dit, s'ils en avaient une à la con par jour, on ne serait pas bien. Si tu veux, le truc, c'est pour ça aussi que j'étais en colère. C'est-à-dire qu'au fond, pour moi, le vrai pouvoir, le vrai contre-pouvoir, il devrait être là. Pourquoi l'Allemagne a beaucoup mieux réussi jusqu'à présent, en tout cas, dans le traitement du Covid que nous, dans la question du Covid, c'est, je pense, grâce à cette décentralisation. Si tu vois que chaque région, on regarde la région Île-de-France, elle vit avec 5 milliards en gros de budget. Les Hauts-de-France, la région Aquitaine, c'est autour de 3 milliards. Bon, un Land, c'est plutôt autour de 40 milliards. Donc si tu veux, on voit bien que, comment veux-tu, alors que ce sont des nains économiques, que ça devienne des géants politiques et qu'ils soient un vrai contre-pouvoir. On voit bien qu'en France, on n'est pas capable d'instaurer un contre-pouvoir. Maintenant, si tu me dis, vu la médiocrité des gens en place, ce serait inquiétant qu'ils soient un contre-pouvoir, voilà, là j'espère, au fond, que ces contre-pouvoirs, si les régions avaient enfin les moyens de cette politique, seraient efficaces. Parce que malgré tout, regarde la question des masques pendant le Covid. Qui est-ce qui a trouvé les masques? Ce sont les régions. Et après, tu avais les préfets, parce que l'État était incapable de les trouver, qui venaient les réquisitionner sur le tarmac. Mais malgré tout, les élus locaux avaient quand même un tant soit peu plus les pieds sur terre que les autres. Parce que les autres, ils étaient partis dans un truc tellement hors sol que, je te dis, cramer des masques parce qu'ils étaient périmés en période de manque, il n'y a personne. Enfin, il veut dire, ils ont mis plus d'un mois avant d'aller voir dans le hangar la tronche des masques. C'est un truc à part quand même. Enfin, moi, je ne comprends pas. Quand tu vois... je veux dire, la gestion, toujours par strate, pareil, quand la France déconcentre ou décentralise, elle crée toujours une nouvelle métastase au niveau régional. Quand on a créé les ARS, les agences régionales de santé, qui ne parlent pas avec les maires, qui se défient des préfets, qui ne veulent parler qu'avec les ministères, enfin, je veux dire... D'où quoi? Et du coup on se retrouve avec des histoires complètement abracadabrantes entre l'hôpital de Tours et l'hôpital de Reims. L'hôpital de Reims qui doit amener des malades en urgence par car parce qu'il est à saturation. L'autre hôpital lui dit ok et l'ARS décide que non parce qu'elle n'a pas été prévenue exactement comme elle aurait dû être prévenue. Mais enfin tu vois, je veux dire, il y a un moment,
c'est pas possible. Donc c'est vrai que si les élus locaux, régionaux ne sont pas ceux qui ont les pieds sur terre, on n'est pas bien. Ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, te dire que j'ai été en tout cas à Paris, fascinée. Je parle de ce que je connais, à Paris, d'une manière générale, dans le 14e en particulier, c'est une catastrophe. Je dirais même une calamité encore bien plus grande que la pandémie. Mais je sais aussi, et ça tu le sais beaucoup mieux que moi parce que tu as beaucoup étudié ça, que le tableau n'est pas le même dans beaucoup de provinces, et dès qu'on sort, disons, des quelques mégapoles parisiennes ultra boboisées et gentrifiées. Maintenant, si tu me dis que la gauche entre guillemets métropolitaine, qui vit dans ces qui sévit dans ces grandes métropoles, est complètement hors sol et s'adresse davantage aux CSP+ qu'aux classes populaires, enfin c'est une évidence. Je veux dire, la gestion du Covid a bien montré ça. Je veux dire, on s'est retrouvés. Alors moi, en tant que femme de gauche, j'ai été sur les fesses, pour pas dire quelque chose de plus grossier, que on ne propose pas à toutes les caissières, à toutes ces personnes, ces premiers de corvée, comme a dit Macron, qui faisaient vivre Paris, de dormir sur place, puisque les hôtels étaient vides, et on les a renvoyés tous les jours en banlieue, sans masque, sans rien, en ne se préoccupant absolument pas de ce qui pouvait leur arriver. Je t'interromps juste une seconde. Excellent exemple, et c'est pas pour nous montrer en épingle, mais vis-à-vis des autorités locales, de la part d'un commerçant de la rue commerçante rue Raymond-Lestrand, comme j'ai deux de nos libraires qui habitent loin en banlieue, qui ont plus d'1 heure de transport par jour, qu'ils ont été autorisés à faire avec des Ausweis que je leur ai dûment offert pour pouvoir se payer le privilège de se balader dans les transports en commun aux heures de pointe. Il fallait donc un Ausweis. J'ai fait observer, y compris à la mairie, j'ai fait un appel du pied aux autorités municipales en leur disant qu'il y avait des hôtels effectivement vides dans la rue, que moi-même j'avais réservé à prix d'amis auprès des hôtels de la rue des chambres pour celles et ceux de nos libraires qui ne pouvaient pas, c'était pas viable de pouvoir venir à la librairie, venir travailler vu les conditions dans lesquelles ils étaient et les conditions de transport qui étaient mises en place. Il n'y a eu strictement aucun écho. J'ajoute que j'avais déjà proposé ça au moment des grèves de transport, donc on était prêts. Non mais bien sûr. Mais le principe de base dans cette rue, et je termine mon incise très orientée corporatiste, c'est tout simplement de la part d'Hidalgo et de Karine Petit dans le 14e, sa cheftaine numéro 1, c'est de faire chier le monde, et en particulier de faire chier les commerçants. Alors, donc ça c'est, quand tu parlais de faire chier, je peux te dire que vraiment c'est exactement ça. Alors, et à la manœuvre, on a la fine équipe d'écolos de l'hôtel de ville que tu connais. Et avec les pires de tous dans le 14e ou même qui ont été envoyés à l'hôtel de ville. Donc ça c'est très particularisé, c'est très déterminé comme exemple, c'est pour dire que un des problèmes qu'on a, c'est pas seulement qu'il faut vraiment complètement changer le formatage et le logiciel de l'appareil d'État et de tous ceux qui se cooptent là-dedans pour faire des petites carrières de merde. Je reprends tes propres termes dans ton intervention radio de l'autre jour. Donc le problème est plus profond parce que c'est qu'il faut qu'on se remette en cause, nous aussi. C'est-à-dire nous, l'ensemble du corps social français qui a promu et qui a instauré tout ce système, toute cette organisation que tu déplores. Alors, en fait, je vais dire deux choses. La première, c'est que je te trouve plutôt optimiste. Parce que je pense que si le seul problème, c'était juste qu'ils cherchaient à nous enquiquiner, au moins, on pourrait se poser la question. Non, ce que je vais te dire, c'est qu'au moins, on se dirait que c'est ciblé, que c'est cynique, et que c'est presque intelligemment fait. En fait, je pense juste qu'ils sont pas très bons, qu'ils sont dans un mépris social total et que ça les intéresse pas. Si tu veux, je pense que c'est pire encore que ce que tu dis. C'est-à-dire qu'au fond... En réalité, nous sommes entièrement d'accord. Hein. Voilà, tu vois. Notre constat est le même. Si tu veux vraiment, c'est-à-dire que ce truc d'interview d'Hidalgo, qui d'ailleurs n'a pas fait bouger qui que ce soit dans la presse, et moi j'en suis restée comme deux ronds de flanc, quand elle a dit après le Covid, plus jamais il y aura une bagnole qui re-rentrera dans Paris comme avant, etc. Je me suis dit, mais à qui elle parle ? Elle parle des banlieusards qui ont fait vivre Paris pendant tout le Covid, et à qui elle dit, mais t'es pauvre, t'as une vieille bagnole qui pue, tu restes en périphérie. Moi j'ai trouvé que c'était d'un mépris social, mais total, et je comprends pas d'ailleurs que ça ne, honnêtement, ça fasse pas les gros titres, parce que franchement je trouve ça dément.
Mais voilà, maintenant, si tu veux, on voit bien. Après, tu dis, c'est à nous de nous remettre en question, mais le problème, c'est que le corps électoral s'est déjà remis en question. Les gens ne votent plus. Enfin, le vrai truc, il est là. Là, tu as 60% d'abstention. Aux élections législatives, on est à 80-90 partiels qui viennent d'arriver. On a eu 80-90% d'abstention. Donc, si tu veux, le vrai problème, c'est qu'on a une bande de gens qui se sont professionnalisés pour garder leur strapontin. Moi, je l'ai vu. Hein, je veux dire, on était quelques rares personnes. Il y a Magali qui est là, Grégoire et tout ça. Où on travaillait, nous, on avait gardé notre job, on bossait et on faisait ça en plus. Tous les autres, ce sont des professionnels de la profession qui se battent pour garder leur strapontin. Enfin, au fond, quand c'est un job, je comprends, je compatis, tu vois, mais enfin, je vois pas du coup les grands idéaux qui peuvent sortir de là à partir du moment où c'est ton gagne-pain, tu vois. Je veux dire, on a un vrai problème là-dessus. Et du coup, qui n'ont aucune vision politique, puisqu'ils n'ont qu'une vision, au fond, cynique, court-termiste de comment je récupère mon strapontin. Donc ça, c'est vrai, c'est un vrai sujet. Et si tu veux, moi, ce qui m'angoisse là-dedans et par-dessus tout, c'est que les Français en sont tout à fait conscients. Ils vont pas voter. Donc si tu veux... Après, on va rester à quoi? C'est-à-dire que là, je voyais, tu vois, aux législatives partielles, je voyais des candidats qui se hurlaient dessus par Twitter interposé, parce que maintenant, c'est devenu le déversoir, le réceptacle de toutes les haines. Si tu veux, on dit oui, c'est machin, c'est truc, c'est bidule. Et on était en train de jouer sur des circonscriptions à 50 voix, avec 2000 voix, sur, tu vois, je veux dire, et je me suis dit, mais personne ne dit, mais ça devrait être juste invalidé, en fait. Juste, il n'y a pas assez d'électeurs pour que ça vaille quelque chose encore. Et quelle est la légitimité d'élus avec si peu de voix, tu vois. Moi, je suis catastrophée par ça. Et effectivement, du coup, les discours gauchisants, fascisants qu'on peut entendre en ce moment, où on dit au fond la démocratie est déliquescente, il faudrait en venir aux armes. Ben, si tu veux, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça peut commencer à faire son chemin chez certaines personnes qui n'ont déjà plus envie de voter. Donc là où tu as raison, c'est que la classe politique, elle est devant un enjeu crucial qui serait de se transcender et d'être à une hauteur à laquelle elle n'est absolument pas aujourd'hui, et qu'au lieu de ça, on voit bien que c'est la mare au canard et que personne ne se transcende. Ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on part de ce... Tu vois, on arrive à ce constat, on se dit, bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à mettre un sac poubelle et poum, on jette tout, tu vois. Et dans ces cas-là, moi, je m'achète, moi, j'y pense, hein, d'ailleurs, une yourte, et on se met dans un coin sympa, tu vois, en Ardèche, dans le Perche, enfin, je sais pas, tu vois, en même temps, l'hiver en yourte, j'ai peur que ce soit un peu frisqué. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, où est-ce qu'on essaie de se battre? Moi, je pense qu'on a encore un espace des possibles pour continuer à se battre. Mais c'est vrai que, pour le moment, tout ce qu'on a autour de nous n'est pas excessivement réjouissant, on va pas se mentir, ouais. Oui, enfin, la yourte, c'est possible parce que c'est dans des pays très froids aussi, donc c'est une bonne idée. Mais comme on est assez d'accord là-dessus, on va laisser la parole au public, à commencer par Nicole qui a préparé ces questions. Il y a une discussion très générale sur l'avenir ou le futur ou le non-avenir en fait de notre pauvre France. Moi, je reviens au livre. Hein. D'accord. D'abord, ça m'a passionnée. Ah, c'est gentil. J'ai appris plein de choses parce que ce que vous avez fait est génial, c'est aller au peuple, aller voir les gens, les paysans, les ouvriers, les préfets, voilà. Et vous avez fait une espèce de reportage vraiment en direct. Donc, la technocratie, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis médecin nucléaire. J'ai travaillé à Beaujon 40 ans en médecine nucléaire. On avait le directeur de l'hôpital, était un médecin. Très gentil, super, formidable, etc. Ensuite, il a été remplacé par une bonne femme, énarque, voilà, etc. Et là, c'est devenu assez infernal. La moindre commande que vous passiez pour un appareil respirateur ou je ne sais pas quoi, elle faisait des appels d'offres et elle nous envoyait un appareil qui ne correspondait pas du tout. Mon patron passait sa vie, au lieu de voir ses malades, à remplir des papiers. C'est un exemple. Ça date de loin, cette histoire. Ça date de très très loin, cette technostructure dont vous parlez. Bon, alors, ma question, à part ça, l'une des questions, c'est que vous dénoncez en effet la privatisation des aéroports, par exemple, et vous dites que les barrages hydroélectriques, qui fournissent 12% de l'électricité en France, sont menacés. Et c'est vrai, et c'est quand même un truc ancien, les barrages hydroélectriques. Pourquoi vous ne parlez jamais du nucléaire? Parce que la centrale de Fessenheim, excusez-moi,
je suis très pro-nucléaire, moi, Ouais, comme non, vous mais l'avez. j'entends. La centrale de Fessenheim, et je me suis beaucoup occupée de la non-fermeture avec des ouvriers de là-bas. Elle a fermé, et il y a du charbon à la place. C'est vrai. Hein, C'est et vrai, on vous avez parle, raison. pourquoi cette centrale elle a fermé? Pourquoi? C'est un truc politique. Parce qu'en fait, Macron, Sarkozy, tout ça, ils sont pour le nucléaire. Hein, 75% de l'électricité décarbonée, ça vient du nucléaire. Et vous n'avez jamais abordé cette question. Non. Et moi, je suis très sensible à ce problème. Une question qui fâche les écologistes. Ça fâche les écologistes. À part ça, moi, je suis écologiste pour le nucléaire. Hein, voilà. Là où on a enfin un dernier point sur lequel on pourrait tomber d'accord, c'est que par contre, à partir du moment, soit on est capable d'en sortir et dans ces cas-là on ferme, on se projette dans autre chose et on y va, soit c'est pas le cas et on va pas pouvoir rester dans cet entre-deux foireux où on ne les réhabilite pas et on les laisse péricliter et au fond on ne fait pas les réparations nécessaires. Là-dessus, Donc nous sommes d'accord. là-dessus, moi j'ai un vrai problème, c'est-à-dire que là c'est un problème politique, c'est-à-dire que là il va falloir avoir du courage et que ou on va dans un sens ou on va dans l'autre, mais cet entre-deux dans lequel on est aujourd'hui n'a aucun sens. Donc on ne peut pas rester avec ces centrales qui sont vieillissantes, dans lesquelles on n'investit pas et qui sont au fond, voilà. Donc moi si tu veux, le vrai problème que j'ai il est politique, c'est-à-dire que ou on va dans un sens ou on va dans l'autre, mais à un moment il va falloir quand même qu'on bouge et c'est un petit peu comme le reste de la France, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on reste dans un entre-deux en se disant bon bah là on va fermer celle-là pour faire plaisir aux écolos, bon bah du coup on n'avait pas bien prévu donc on va quand même se servir du charbon, voilà, et au fond on n'est pas capable de faire ce qu'on avait fait à l'époque où on a créé les centrales nucléaires, c'est-à-dire une planification sur si on en sort, comment on en sort, quel plan on utilise, ou si on n'en sort pas, quel plan de rénovation on fait. Mais je suis d'accord avec vous, là-dessus je serais entièrement d'accord, cet entre-deux n'est pas durable. Mais je pense que le nucléaire vaut un livre en soi, donc je ne pensais pas Donc, me une mettre là-dessus. rencontre à venir sur le sujet. Question suivante. Mais par contre, sur la question des privatisations, moi ça par contre, ça c'est comme quoi on a une administration qui fonctionne quand même pas si mal, qui fait des rapports remarquables, c'est que moi j'avais commencé à regarder effectivement toute la question des autoroutes qui est plus connue, où on sait qu'on les a vendues à un moment où on n'aurait pas dû les vendre, elles auraient commencé à nous rapporter de l'argent, on se rend compte des dividendes qui ont été versés, etc. etc. Et du coup j'ai commencé à regarder tous les rapports qui étaient faits notamment sur la privatisation de l'aéroport de Blagnac. Et je me suis dit bon, quand même fort de tout ce qui nous était tombé sur la tronche au moment de la privatisation des autoroutes, on a dû faire hyper bien. Et là tu as les rapports de la Cour des comptes qui sont très circonstanciés, qui disent bah non en fait, on ne s'est même pas posé la question de savoir si les gens à qui on les vendait, il fallait qu'ils sachent gérer un aéroport, parce que c'est vrai que c'est con, si tu veux savoir gérer un aéroport quand on achète un, c'est ballot, hein, ça on ne voit pas pourquoi on leur demanderait. On ne se pose pas la question de comment on limite le fait qu'ils siphonnent ou pas les dividendes. Et c'est ça que je trouve très très angoissant, c'est-à-dire qu'au fond, mais c'est ce qu'on est en train de revivre avec la seconde vague de Covid, rien ne sert de leçon. Là, on voit bien, on a vécu ce premier Covid, on peut se dire ah oui mais bon c'était incroyable, ça nous est tombé sur la gueule, donc du coup on n'était pas prêts, mais deuxième vague, on est au taquet. Bon bah la seconde vague, on se la prend dans la gueule et on se rend compte que voilà, on a claqué en gros 1,5 milliard pour les tests, on les a fait, c'est ni fait ni à faire, les gens vont faire leurs tests, ils attendent 8 jours pour avoir le résultat, ça sert plus à rien, ça coûte 75 balles à la sécu, c'est-à-dire en gros 30% plus cher qu'en Allemagne, donc on te dit oui mais c'est 75 balles quand même, du coup les mecs vont pouvoir s'équiper en machine, tu dis bon super, ok mais pourquoi on fait toujours pas venir les labos vétérinaires, ils sont toujours à côté, et donc il y a un moment tu te dis mais pourquoi cette gabegie de dépenses d'argent pour un truc qui ne fonctionne pas, encore une fois. Et comment c'est possible qu'à chaque fois on se prenne le mur, alors qu'on a quand même un système de soins qui est extraordinaire, on a des énarques qui malgré tous leurs défauts sont des gens brillants et très intelligents. Donc pourquoi on n'est pas capable d'anticiper un tant soit peu, pourquoi on organise le bordel de façon systématique? C'est ça que je ne comprends pas. Et tout ça sur argent public. 1,5 milliard les tests. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est quand même de l'argent. Je veux dire, c'est de l'argent qu'on mettrait bien sur autre chose que sur des tests qui servent à rien et dont on va arriver après un mois de tests qui servent à rien à se dire que ben voilà, sans doute qu'il va falloir faire des reconfinements partiels parce que décidément le test traçage ne fonctionne pas.
et où on a le Premier ministre, on en parlait l'autre jour, on a le Premier ministre qui va à une très grande émission politique en disant ah ben non, Stop Covid, je l'ai pas téléchargé, parce que vous comprenez, moi je prends pas le métro, et donc Stop Covid c'est pour les cons, quoi, donc c'est pour nous. Donc moi je l'ai téléchargé, je suis très contente, donc je dois faire partie des 3 millions qui l'ont téléchargé, donc c'est vrai qu'on a un petit sentiment d'angoisse sur le fait qu'ils ne soient pas capables d'anticiper le futur. Et là-dessus, même si on n'est pas d'accord, sur le nucléaire, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'au fond, qu'on aille dans un sens ou dans l'autre, il est temps de trancher pour savoir où on va. Ça, c'est sûr. Si vous voulez. Bref, c'est politique. Une dernière question, il y a peut-être d'autres questions dans le public. Après, je vous laisse. La dernière question, justement, qui est politique, moi, j'ai quand même une incompréhension totale entre ce que disent un certain nombre de médecins qui sont très respectables, hein, dont Jean-Pierre Doussin, etc., avec des courbes qui sont mortalité du vrai Covid et mortalité des autres, et puis les discours officiels. Alors, en plus, les discours officiels, c'est des médecins, moi aussi je les connais. À part ça, j'ai vu les magouilles qu'il y avait dans ma fac à l'hôpital. Bon, je sais que les médecins, c'est pas des experts blancs comme neige tout le temps. Mais je comprends pas cette antinomie totale, hein, qu'il y a entre quand même des faits. En plus, c'est des faits que vous pouvez lire, qui sont l'agence du médicament, je sais pas quoi, de la santé, et puis les discours que va nous tenir Véran demain. Pour moi, il y a encore une fois, alors, où ces médecins, le conseil, machin truc, ils sont tous pourris, ces gens-là, mais enfin, bon, il y a quand même quelque chose. Enfin, si vous pouvez m'expliquer, voilà, c'était ma suggestion. Non, mais le problème, c'est qu'on peut pas expliquer. Le vrai truc, c'est que si on dit que on ne comprend pas pourquoi quelqu'un comme Raoult a pris l'importance qu'il a pris, il est vu comme un gourou par certains, comme un dieu par certains, comme un ennemi par d'autres, que Perron a prise avec son best-seller sur il n'est pas une erreur qui n'est pas commise, que Toussaint, qui est parfois controversé, est pris. Moi, la question que je me pose, si vous voulez, c'est au fond, la vraie question, et c'est là l'angoisse qu'on a tous, c'est que comme ils ne sont pas capables de répondre politiquement à cette crise, en nous trouvant des solutions concrètes, ça laisse un espace, effectivement, ce débat scientifique, c'est très bien qu'il ait lieu. Le problème, c'est que là, il a lieu sur l'arène publique en permanence, et que comme la décision politique n'est pas à la hauteur, on est dans une angoisse totale et on ne comprend rien. Mais oui, on ne comprend rien. Parce qu'en fait, là, si le monde avait été parfait, bon, déjà, on ne se serait pas pris cette première vague comme on s'est prise. Mais mettons que la première vague, c'était pour du beurre et qu'il fallait s'entraîner. En tout cas, la seconde, c'est pas normal qu'on ait raté à ce point-là cette politique de test. C'est un truc qui n'a pas de sens, parce qu'on nous parlait depuis mars d'arriver à 1 million de tests par semaine. Donc là, on y est, on se rend compte qu'il y a un engagement, on se rend compte qu'on n'est pas capable de rendre les résultats en temps. Si on n'est pas capable de rendre les résultats en temps, alors les tests ne servent à rien. Comme ils sont très chers, ils grèvent le budget. Comme ils arrivent trop tard, on ne peut pas faire le traçage qu'on devrait faire. Comme l'application que nous avons choisie n'est pas la bonne, et qu'en plus elle n'est pas compatible avec les autres applications qu'il y a au niveau européen, c'est une catastrophe. Donc si vous voulez, pour moi le problème il est plus là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie problématique sanitaire. Et comme il y a en face des politiques qui sont au fond dans une navigation à courte vue et qui se prennent le mur à chaque fois, oui, c'est normal qu'on soit angoissé. Moi non plus, je sais pas, moi je suis pas. Mais vous vous posez la question de. Non, mais moi, la question pour moi je ne suis pas scientifique, je ne sais pas qui a raison. Ce que je vois juste, c'est qu'on n'est pas capable de le gérer politiquement. Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est ça. Ça c'est en moi, fait. C'est la seule chose qui m'inquiète, c'est ça. Dans la continuité de ton livre, en réalité. Parce que ton livre dénonce les symptômes, les effets et les mécanismes d'un appareil d'État, plus exactement, totalement failli. Oui. Le Covid a servi de révélateur particulièrement visible et spectaculaire. Mais c'est la même question, au fond, qui est dans le livre. Mais le livre, et c'est pas un reproche du tout que je te fais, le livre se contente de faire ce constat et d'exiger que cette situation ne dure pas. Oui,
non, mais si tu Qu'on veux, nous rende notre France d'autrefois. La question, si tu veux, c'est quelque part, quand tu écris un livre, c'est aussi pour qu'il y ait une prise de conscience. Donc je voulais que les gens, les Français, se rendent compte de dans quel état on était sous ce millefeuille administratif. Donc déjà, si tu veux, la question c'est une prise de conscience. Après, les réponses, j'en donne, mais elles sont pas très facilement... elles sont pas si faciles à mettre en place. Enfin, il y en a quelques-unes, tu vois, par exemple, le rapport Borloo qui a été mis aux toilettes directement par Macron en disant que c'était le travail d'un vieux mâle blanc, ok. Si tu veux, ce qui était quand même intéressant, il avait plusieurs choses qui étaient intéressantes. La Cour d'équité territoriale, qui est au fond de dire vous êtes dans un territoire démuni, le territoire démuni qui soit une banlieue ou la province de la diagonale du vide, hein. Si tu veux, ils les mettent tous sur un même plan, alors que généralement on oppose l'une à l'autre, comme si il y avait d'un côté les banlieues turbulentes qui ne mériteraient que d'être punies, alors qu'elles-mêmes souffrent elles aussi du manque d'investissement, de l'éloignement des services publics, et de l'autre côté la province qui elle mériterait tout, qui n'a rien et qui est la fille exemplaire. En fait, on voit bien que... Ça a donné incidemment les gilets jaunes. Je suis d'accord, mais enfin on voit bien que les deux sont aussi maltraités en fait. Donc si tu veux, ça, je trouve que ce qui était très intéressant dans le rapport Borloo, c'est qu'il ne les oppose pas et qu'il montre que l'une comme l'autre sont aussi maltraitées. Et quand il dit la Cour d'équité territoriale, il dit voilà, c'est comme la question de la réhabilitation des bâtiments. On a promis des millions qu'on n'a jamais mis. Cour d'équité territoriale, tu te saisis et tu dis où est le pognon? Pardonnez-moi, mais enfin. Et tu re-responsabilises au fond les décideurs. Parce que si tu veux, ce que je raconte dans ce livre, c'est ça au fond. C'est que c'est la faute à personne. Ça se perd dans le magma. Donc, Cour d'équité territoriale, de faire une école d'excellence qui ne soit pas l'ENA. Puisqu'on nous promet à chaque fois, je vais faire le scoop. Le patron de l'ENA a adoré le livre. Ah. Je vais le voir, il m'a dit qu'il avait beaucoup de choses à me dire. Donc je me réjouis qu'il était d'accord avec beaucoup de choses. Donc je me réjouis d'avance que le patron de l'ENA soit d'accord avec beaucoup de choses. Je pense qu'il est très intelligent et que c'est très malin de me dire ça. Je suis ravie de le rencontrer. Mais si tu veux, quand tu dis que le fait d'abattre l'ENA, tu donnes à qui l'idée de foutre en l'air l'ENA à un énarque, tu vois bien que de fait, on n'y touche pas à l'ENA. Bon. Donc, cela dit, juste une incise à titre personnel et basé sur mon vécu de bientôt septuagénaire, s'il y a une école qui ne sert strictement à rien qu'à nous produire l'appareil d'État totalement débile et incompétent que nous avons aujourd'hui, par cooptation y compris dans le spectacle, les médias et autres, c'est pas l'ENA. Il nous faut une école d'administration, il faut que nos fonctionnaires d'État acquièrent des compétences propres. C'est pas l'ENA qu'il faut sans doute le réformer, c'est Sciences Po. Parce qu'il y a vraiment un truc qui ne sert strictement à rien et qui n'a produit que des générations de crétins, strate après strate, de plus en plus crétinisés, c'est bien Sciences Po. Voilà, j'ai fait Sciences Po. Voilà, donc... mais je sais, comme la plupart de mes amis, ça ne sert. Qu'est-ce que tu as appris à Sciences Po? Je te fais faire passer un examen, tu verras que tu n'as strictement rien appris d'utile, sinon à naviguer dans le monde, justement. De l'entre-soi. Non, plutôt dans une couche sociale cooptée, et c'est pas un jugement personnel, il y a un reproche, mais objectivement, Sciences Po, c'est la marche, comme on doit se faire élire d'abord au conseil de quartier, avant d'être dans la liste de la mairie, puis après de monter les échelons successifs. Si on veut être dans l'appareil de la superstructure, même de manière très indirecte, les médias ou autres, et encore une fois, c'est pas un reproche que je fais aux gens qui suivent ce cursus, on passe par Sciences Po, mais qu'est-ce qu'on y apprend d'utile? Strictement rien. Qu'est-ce qu'on y acquiert comme connaissance? Strictement aucune. Et ça, je veux dire, j'en connais beaucoup, parce que la plupart de mes amis qui sont dans le milieu de l'édition ou autre, ont fait Sciences Po, bien sûr. Et j'aurais fait observer qu'ils étaient totalement ignorants des questions qu'ils abordaient. Non, mais de toute façon, qu'on le soit, enfin c'est une propédeutique, hein, Sciences Po, donc de toute façon qu'on le soit, c'est pas entièrement faux. Sciences Po, l'ENA, c'est pas supprimer Sciences Po et l'ENA qui va régler nos problèmes, on est bien d'accord. C'est-à-dire que moi c'est pour ça que je pense que créer une autre école, d'ailleurs c'est ce que proposait Borloo aussi, recréer une autre école, qui soit une école d'excellence, qui ne recrute pas de la même manière que l'ENA, que Sciences Po, si tu veux, hein, dans la même reproduction des élites, je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'au fond, il faut que les gamins qui viennent de banlieue, les gamins qui viennent de province, qui n'ont même pas entendu parler de ces écoles-là, parce que c'est quand même un truc de caste aussi, parce qu'au fond, pour savoir que cette école existe, je veux dire, il faut déjà faire partie au moins de la bourgeoisie, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là aussi, on est dans un truc. Donc il faut absolument, moi je pense, retrouver un esprit méritocratique. Après, il y a, tu vois ce que disait aussi Mandon sur le processus législatif. Moi, je suis quand même catastrophée qu'en France, on ait un processus, enfin, tout le monde l'a lu, enfin tout le monde l'a pas lu, mais
moi j'avoue que cette espèce de portrait qu'il y avait eu sur l'ancien secrétaire général du gouvernement qui a été viré pour se retrouver préfet d'Île-de-France. En France, quand on fait partie de la caste et qu'on se fait virer, on est quand même retombe dans un poste qui malgré tout n'est pas si mal pour le commun des mortels, et qui t'explique comment au fond le processus législatif se fait sur un coin de table entre énarques à 10, et que si tu veux l'avis du Conseil d'État n'est jamais rendu public parce que tu comprends, comme ces gens-là veulent essayer de rentrer après dans le gouvernement ou dans un cabinet ministériel, on va pas se fâcher dans l'entre-soi, que après si tu veux on se retrouve avec une étude d'impact qui est faite aussi par 3 énarques sur un coin de table et en fait sans en appeler sans en appeler aux forces vives de la nation, sans se poser des questions, sans aller voir ceux que ça va impacter directement pour voir si vraiment il n'y a pas moyen de discuter, mais non, ça s'est toujours fait dans l'entre-soi le plus total, et qu'après quand elle arrive à l'Assemblée, là l'opposition s'en saisit, il y a une kyrielle d'amendements, une inflation législative, un truc qui fait 60% de plus que ce qu'il faisait au départ, ça a mis 18 mois pour se faire, 12 mois pour les décrets d'application, 30 mois pour faire une loi qui quand elle arrive elle est obsolète, et pour la défaire il faudra 30 mois de plus, et que tu sais qu'un quinquennat c'est 60 mois, on a quand même un vrai sujet. Donc, et ça, à partir du moment où il y a des solutions concrètes, par exemple, tu vois, dans les pays anglo-saxons, il y a une clause de revoyure, si au bout de 2 ans la loi n'est pas bonne, elle est foutue en l'air d'elle-même. Donc il y a des choses qui sont quand même pas si compliquées à mettre en place. Et en plus, comme disait Mandon très justement, si tu veux, qui était l'ancien secrétaire d'État à la simplification sous Hollande, moi quand je suis allée voir Hollande, mais je vais te raconter ce que lui a dit Hollande, quand je suis allée voir Hollande et je lui ai proposé ça, j'avais pas l'impression d'être un grand révolutionnaire, juste je lui proposais ce qui se faisait ailleurs et qui fonctionnait ailleurs. Donc c'est pas que ce soit des trucs qui soient hyper révolutionnaires, donc il y a un moment on peut aussi condescendre dans notre immense génie français à regarder ce qui marche ailleurs et essayer de le faire, tu vois, je veux dire. Mais Hollande est un révolutionnaire. Non, Hollande c'est bien, son ennemi c'est la finance. Non, mais donc c'est un vrai révolutionnaire lui, donc c'était pas assez révolutionnaire. C'est possible. Enfin, donc Mandon me raconte, c'est marrant parce que Mandon était encore meurtri par cette histoire des années après. Donc Mandon me raconte qu'il voit Hollande, qu'il lui explique son plan pendant 2 heures, qu'Hollande a l'air hyper intéressé, il est quand même président de la République, il passe quand même 2 heures avec Mandon, donc on se dit putain il va sortir un truc de ouf de tout ça, et en fait au bout de 2 heures Hollande le regarde et lui dit va voir Jean-Pierre Jouyet, et qui était alors secrétaire de l'Élysée, et en fait Mandon me dit je comprends à ce moment-là, parce qu'entre nous on l'appelait le croque-mort, c'est-à-dire qu'on savait que va voir Jean-Pierre ça voulait dire que le truc était déjà mort en fait, c'était terminé. Donc il m'a dit j'étais dévastée en fait, et j'ai continué à envoyer vaille que vaille des notes, des rapports, des machins, des trucs, parce que je me suis dit on sait jamais, mais en fait non, c'était déjà mort. Donc il y a un truc qui est au fond, alors je vois bien, je suis d'accord là-dessus, tu as raison de dire que le constat est accablant et que les réponses sont compliquées à mettre en place, mais depuis 1990 on fait des lois de simplification et il y en a encore une à venir là qu'on attend en ce moment même, hein, et qui est de ta parole même, un fourre-tout inextricable où il y a tout et son contraire et dont on ne sait même pas ce dont ça va accoucher. Donc si tu veux, on est 1990-2020. Mais je veux dire, il y a un moment, il faudrait peut-être qu'on arrête de faire des lois de simplification et que je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait faire un Grenelle de la simplification, j'en sais rien, mais si tu veux, en tout cas, je te dis pas que j'ai la réponse tout de suite, mais ce qui est sûr, c'est que là, on va dans le mur. On crée juste, voilà. Et là, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure avec notre amie Amélie de Montchalin qui dit bah, c'est extraordinaire, vive les régions, vive le terroir et tout. Et du coup, je vais nommer des sous-préfets à la relance. Donc, si tu veux, alors, si c'est pour que ces jeunes énarques aillent se dégourdir en province, devenir un peu moins parisiano-parisiens, et que dans l'avenir ils se disent putain ça y est je suis en province, j'ai vu des choses, c'est un truc de dingue, et qu'ils reviennent à Paris avec plein d'idées, c'est super, mais dans ces cas-là c'est un truc à long terme, tu vois. Alors moi je trouve que c'est hyper bien, hein, mais c'est un truc à long terme, c'est pas une solution à court terme. Donc la solution à court terme d'aller envoyer ces mecs en région pour faire chier les présidents de région, les maires, tu vois, et aller dire aux sous-préfets qui sont déjà en place que eux c'est les sous-préfets en place, mais que c'est les sous-préfets à la relance, à part créer de la confusion, je vois pas bien ce qui va se passer. Je vais repasser s'il y a d'autres questions, mais je vais te rendre ton optimisme. Ouais. Et je vais valoriser encore le titre du livre. Oui. Parce que tu viens de parler,
de dire un truc on évoquait le fait qu'on ne sait plus quoi faire de nos sous-préfets, que donc on en nomme un peu partout, et qu'avant on créait des commissions pour enterrer les problèmes. Mais tu viens d'évoquer une chose qui est passée dans le langage courant, qui est un des lieux communs qui circulent au travers de générations qui ne savent plus du tout de quoi il s'agissait. C'était le fameux Grenelle. Mais qu'est-ce que c'était que le premier Grenelle? Tu vas voir tout de suite que c'est la réponse en forme de reprise de ton titre. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était la France avant qu'on a connue et qui s'est estompée petit à petit, qui s'est dégradée? Eh bien, le Grenelle, les accords, ce qu'on appelle les accords de Grenelle, le rendez-vous de Grenelle, ça a débouché très vite et très simplement, mais pour une raison très simple. C'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas, on va demander à l'intelligence collective de réfléchir à la solution. C'est que tu avais Pompidou, le CNPF avant, l'ancien MEDEF, tu avais Segui, parce que la CFDT comptait complètement pour du beurre à l'époque, donc il y avait la CGT avec Segui, c'est-à-dire le PCF, qui arrive, qui avait pris le contrôle de ce qu'on pouvait appeler, on dirait aujourd'hui une insurrection de mai 68, et Pompidou, qui avait oublié d'être crétin, dit au patronat, vous fermez votre gueule, j'accepte tout, et le PCF va tout arrêter et ça va repartir. Mais qu'est-ce qu'il fait, Segui? Il arrive avec une liste de revendications extrêmement précise, qui venait de la base, négociée partout, par un système structuré, une représentation syndicale complètement implantée dans les entreprises, et on dit on veut ça, 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 ça et ça. Pompidou dit oui, d'accord, paf, et ça s'est arrêté là. Donc ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on appelle des Grenelles ou des Ségures de je ne sais pas quoi. Bien que, par exemple, les négociations avec le corps médical à propos de la santé, je ne doute pas qu'ils avaient des revendications relativement précises, mais comme il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus aucun moyen d'organiser le truc avant. Socialement. Mais ce que je veux dire, c'est que si dans ce monde d'avant, les principales avancées sociales de toute nature, qui ont été, comme on dit maintenant, comme disent comme on dit dans les facs, où les journalistes ont été détricotés, notamment par Macron et ses prédécesseurs, tout cet état-providence social, en dehors de ce qui a été fait évidemment en 1936, puis en 1945 avec la forme définitive de la Sécu, c'est les accords de Grenelle, c'est la cinquième, enfin la liste est interminable, et tous ont été réalisés, parfois avec du décalage, puisque beaucoup ont été faits par Giscard en application de ces accords, mais ils n'ont pas discuté qu'est-ce qu'on va faire, imaginons ce qu'on va faire, ils ont dit ben voilà ce qu'on veut. Et il y avait une représentation d'une partie importante de la population, structurée, organisée politiquement, qui a dit ben voilà, on a travaillé, c'est ça, 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 ça et ça. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est le dernier moment où ça a lieu. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui dans notre gauche, dans toutes ces colorations, vertes, roses, rouges ou autres? C'est Segui et le PCF ont vendu la révolution pour un plat de lentilles à Grenelle. C'est comme ça que les générations actuelles, on leur raconte l'histoire. Donc, voilà, c'est ma manière de te réconforter pour te dire que c'est possible. Tu me dis les syndicats sont morts, les corps intermédiaires sont morts, ce qui est assez juste, enfin ce qui est même complètement juste, les syndicats sont morts, les partis... On les a consciencieusement la REM va... Ouais. Je veux dire, les partis vont bien. Donc, de fait, non, mais en vrai, ce qui est très angoissant, et ce en quoi j'ai absolument pas de solution, ça c'est vrai, c'est comment... non, mais ça, je te le dis. Si tu en as donné une, quand tu as parlé de Borloo, à sa manière, complètement différente, il arrivait avec l'équivalent de revendications, des solutions concrètes. Il avait fait... Dans ces cas-là, il faut qu'on ait des gens qui soient effectivement du... Ben, tu vois, je veux dire, voilà, du talent de Borloo, quoi. Mais il y en a plein. Parce que de fait, c'est vrai que là, on n'est pas... parce que Borloo, c'est quand même pas une flèche, il ne faut pas exagérer non plus. À côté... Au pays des aveugles, les bords sont rois. Moi, j'ai une tendresse, moi, pour Borloo. Ah non, mais c'est loin d'être le pire, c'est peut-être même le meilleur. Donc, moi, j'ai un truc, et par ailleurs, je trouve que si tu veux, c'est quelqu'un qui parle aux vrais gens, en tout cas, tu vois, je veux dire, moi, ce que je trouve assez dramatique, au fond, dans toute une partie de cette classe politique, tu vois, c'est qu'il parle plus aux gens. Et ce que j'aime chez cet homme qui a beau, enfin, tu vois, qui est un homme de droite, hein, c'est qu'il parle aux gens. Et moi, ce qui m'angoisse le plus, c'est ça.
c'est qu'il n'y a plus de dialogue, c'est qu'il n'y a plus de prise avec les vrais gens. Quand Castex, on nous a quand même vendu, hein, putain, parce qu'on nous l'a bien vendu là, hein, putain, ils ont vraiment fait le taf. Hein. On nous l'a vendu, c'est le mec des régions, c'est le maire de Prades, regardez, écoutez son accent chantant, comme c'est chouette et tout. Le mec est un pur techno. Enfin, je veux dire, là, quand tu le voyais à l'émission politique, le mec est un pur techno. Je veux dire, je n'ai pas l'application Stop Covid parce que je vis pas vos vies, ce qui est vrai. Hein, vraiment, je prends pas le métro, je vis pas vos vies, je vous vois pas, j'ai pas envie de vous voir. Et donc voilà. Et si tu veux, là, il y a un putain de... Pardon, enfin... un punaise de truc qui est que, si tu veux, je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas que c'est inaudible en fait. Que juste, on le sait. Oui, mais enfin, on le sait. Castex, c'est déjà une catastrophe. Mais Castex, c'est une catastrophe. Il va avoir du mal à ne pas être obligé de changer d'ici 2022, alors que on avait mis la goupille pour tenir le coup, etc. Et c'est vrai qu'on a un vrai truc. Quand tu vois, après, tu penses que tu veux de la façon dont Marseille se rebelle. Mais comment tu veux que Marseille ne se rebelle pas quand les maires sont prévenus une heure avant qu'on va leur annoncer depuis Paris la bonne solution qu'on a trouvée pour résoudre le problème du Covid. C'est-à-dire qu'au fond, on a laissé la France aller dans le mur toujours pour les mêmes questions. Enfin, je ne vais pas me répéter sur les tests, les traçages, le machin, le truc. Et après, tu as depuis Paris le mec qui arrive et qui te dit on ferme. On ferme. Mais c'est-à-dire la pire des solutions. C'est-à-dire vraiment la pire des solutions, celle qui montre l'absence de solution. Voilà. Donc, ça montre surtout qu'ils ne savent pas quoi faire. Si tu veux, bon, les mecs, ça dit juste on est dans la merde. Hein, pardon, mais ça dit ça, on est dans la merde, on a la peur, donc on n'a pas de solution, donc on fait ça. Mais c'est ahurissant, donc c'est normal qu'il y ait une fronde en face. Parce que, et c'est normal aussi qu'il y ait, enfin, ça m'angoisse, mais qu'il y ait en fait une montée des discours complotistes. Puisqu'en fait, eux, on a l'impression qu'ils n'ont pas de prise sur le réel, que ces politiques n'ont pas de prise sur le réel. Donc à partir de ce moment-là, ça laisse la prise, ça laisse l'espace des possibles pour tous les discours complotistes, puisque eux ne sont pas en prise avec le réel. Moi, c'est ça qui m'angoisse. C'est aussi des désobéissances civiles, hein, pas seulement complotistes. Non, mais je te dis pas. Enfin là, après, quand tu vas sur le discours complotiste qui est, c'est un virus qui a été créé, puis le vaccin, ce sera de nous mettre une puce, et puis machin, et puis truc. Oui, mais enfin, sauf que pourquoi ça prend autant d'espace? Parce qu'on n'a pas de réponse politique en face. Surtout parce que le discours officiel, supposément, est évidemment absolument absurde et invalidé par les faits. Donc évidemment, ça laisse beaucoup de place. Alors peut-être de... Non, le discours a été mensonger au départ. C'était à partir du moment où tu dis les masques ça sert à rien, d'ailleurs je sais même pas le mettre parce que t'en as pas, alors qu'il aurait mieux fallu nous dire écoutez voilà, enfin tu vois je veux dire, tout ça est qu'au fond ils n'ont pas été dans un discours de transparence, ils ont été dans un... Voilà, ils ont eux-mêmes véhiculé des fake news. S'il te plaît Isabelle, tu as fait LRM ça veut dire quoi? Et la REM, non, mais je dis que la REM est en déconfiture aussi complètement. Non, parce qu'il est vraiment en déconfiture. Ben oui, mais enfin tous. Enfin, je veux dire, moi je sais pas où c'est pas en déconfiture. Je veux dire, ils sont tous en déconfiture. Maintenant, la REM, moi c'est pas, je veux dire, j'ai jamais cru tellement, hein, donc c'est pas que je sois. Mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru vraiment et qui ont cru vraiment le discours de Macron. Et le discours de Macron, c'était malgré tout un discours qui disait. Il faut quand même s'en souvenir. Quand il est arrivé, il a dit c'est la Startup Nation. Je veux dire, ça va être. Mais c'était ça quand même. Ça va être au fond toute cette société civile. Mais pour avaler un slogan aussi débile, je veux dire, ils ont eu ce qu'ils méritent, ceux qui ont avalé des conneries pareilles. Non, mais moi ce que je veux dire, c'est qu'au fond, le discours c'était quand même. On va se débarrasser de tout ce qui est cette technostructure, etc., pour rendre les forces vives à la France. Alors après, tu crois ou tu crois pas en Macron, mais c'était le discours. Et là, on voit où on en est aujourd'hui. Enfin, on n'a jamais porté aussi haut la technostructure. Donc, de fait, il y a tromperie sur la marchandise. Ça, on va pas se mentir. De fait, enfin, c'est un truc de fou même à ce point-là. Macron, moi, non, mais je dis quoi? Macron et l'écologie, c'est une catastrophe. Macron et la réindustrialisation, c'est pas génial. Maintenant, la désindustrialisation, elle a commencé bien avant Macron. Hein, donc, si tu veux, je veux dire, il y a un moment. Je veux dire, de fait, Macron est la phase terminale de cette période qu'on a vécue. C'est le symptôme de ce que tu décris. Oui, c'est le symptôme à la tête de l'État. Oui, mais ce qui est vachement angoissant avec Macron, et ça vraiment j'insiste là-dessus, c'est que Macron a quand même été élu en partie parce que les gens en avaient marre de cette France qui n'avançait pas. Hein?
Donc il n'y a pas que ça. Ça, On avait marre de cette France qui n'avançait pas. On s'est dit, au fond, c'est le Kennedy. Sociologiquement, c'est C'est le Kennedy à la française. c'est 20% du corps social qui a pu avaler ça et Oui, voter. mais je dis L'essentiel, pas- ils ont simplement voté Bah oui. pour ce qu'ils pensaient le moins être pire. le seul moyen d'éviter Le Pen. Mais je C'est suis tout. d'accord avec toi. Mais malgré tout, le discours. Sans se faire la moindre illusion sur Macron. Mais sans s'en faire, c'était quand même le discours. Non, mais je veux dire, les discours sont importants. C'était quand même le discours. Après, on s'est rendu compte que il avait fichu en l'air les partis, mais qui en même temps étaient moribonds d'eux-mêmes. Hein. Je veux dire, c'est que Absolument. Macron n'a fait que pousser sur un truc qui était quasiment crevard. Hein. Donc, je veux dire, On est faut bien quand même d'accord. dire. Hein. Et les corps intermédiaires, donc les syndicats. Mais sauf que du coup, on se rend compte qu'on est devant un pouvoir jupitérien et vertical comme rarement il l'a été. En tout cas, il n'est absolument pas le pouvoir horizontal qu'il nous avait promis. Et en face, aucun interlocuteur. Moi, c'est ça que je trouve très angoissant. C'est-à-dire que ce que tu racontais tout à l'heure avec le Grenelle, au fond des interlocuteurs Oui. syndicaux, qui étaient capables de faire remonter par capillarité tout ce qui se passait dans chacune des surtout par industries, dans machin. militantisme. Par militantisme. Non, ce que je veux dire, ça veut dire qu'ils étaient dedans, quoi. Oui. Tout ce qui était les revendications, c'est plus le cas. Après, tu prends donc là, tu ne l'as plus. Tu prends la question des députés. Bon, les députés l'AREM, mais que le fait que ce soit des novices, plus le fait que Hollande, sans doute pensant bien faire, a décidé qu'il fallait en finir avec le cumul des mandats, et que donc on n'a plus de mecs qui ont vraiment d'ancrage local, on se retrouve avec des députés nénuphars. Enfin, je veux dire, les mecs, ils flottent sur la truc, ils ne connaissent pas leur terroir, leur territoire et là d'où ils viennent, et on n'a pas de prise là-dessus non plus. Donc, ce qui est vrai, qui est très très angoissant, c'est qu'au fond, on a l'impression qu'on est quand même vraiment dans un truc qui est sans doute très intelligent, mais qui flotte complètement. Tu as pu voir finalement les conséquences de ces contradictions. Ce que ça t'a inspiré, c'est d'arrêter tout de suite cette carrière à peine ébauchée dans le politique. Donc finalement, tu n'en parles pas vraiment de ça dans le livre. Alors est-ce que tu peux nous en dire un mot? Écoute, en fait, moi, d'abord, je pense que tout le monde devrait faire une campagne municipale une fois dans sa vie. Je pense que d'abord, c'est le meilleur moyen de rencontrer les commerçants, de rencontrer les gens, voilà, de voir et de se mettre à hauteur d'hommes pour discuter de toutes les problématiques, de rencontrer les éboueurs, de rencontrer, je veux dire, tu vois, quand tu discutes avec tous les éboueurs du coin qui t'expliquent tout ce qu'ils vivent, ou en Seine-Saint-Denis ou dans le Val d'Oise, qui se lèvent à 4h du mat pour arriver à 5, que ces gens-là, on n'est même pas capable de les loger à Paris, que c'est pareil pour les aides-soignants, les gens qui travaillent dans les crèches, machin, etc. Que c'est un truc que Paris vit comme un ogre qui dévore ces banlieues, qui prend toute la force vive et qui les rejette le soir. C'est quelque chose de... Moi, je suis très contente de l'avoir fait, j'ai trouvé ça très formateur. J'ai trouvé ça génial aussi pour tous les gens que j'ai rencontrés, tu vois, par exemple, quand tu travailles avec les gens du port de Paris, que tu vois tout ce que tu pourrais développer sur le fret fluvial, que tu vois... Il y a une vitalité qui est incroyable. Par contre, c'est vrai qu'à partir du moment où au fond tu es sans étiquette, et c'est vrai qu'avec Villani on voulait créer cette grande coalition climat, mais qu'on était sans étiquette, c'est très dur. C'est très dur parce que les strapontins entre guillemets des baronnies locales sont déjà quasiment pré-réservés. Que ça fait des décennies qu'ils travaillent ensemble tranquillement comme ça, et que sans parti c'est compliqué, c'est très compliqué. Alors maintenant te dire que ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça éblouissant, non, j'ai pas trouvé ça éblouissant, notamment parce que je pense que ces gens-là manquent de vision parce que c'est un job. C'est-à-dire je pense que ma force, la force de Villani, c'était qu'on bosse. Enfin tu vois, je veux dire, bon, Villani maintenant il est député, mais enfin, moi j'ai toujours continué à travailler, à être éditrice, à gagner ma vie autrement. C'est-à-dire tous les journalistes me disaient « Ah mais là vous êtes mise au chômage pour pouvoir faire votre campagne ». On rêve. Moi je me serais mise au chômage pour faire ma campagne et j'aurais indûment touché des indemnités pour pouvoir faire ma campagne, mais jamais j'aurais fait de ma vie. Mais si tu veux, je pense que du coup, ça me donnait une liberté de vision, de ton, etc. que les autres n'ont pas. Et moi, je me souviens très bien des réunions qu'on avait avec les uns et les autres, avec Cédric Villani, et qui nous disait « Non mais on est d'accord, on pense comme vous, oui mais la meilleure façon de récupérer mon siège, c'est quand même de faire cette alliance ou telle autre, et donc pas de transformer la cité. » Et ça, effectivement, c'est quelque chose que j'ai trouvé... c'est un manque d'ambition, quoi. Je veux dire, c'est incroyable de manque d'ambition et de manque de vision.
Donc c'est sûr que si tu veux, au fond, si je fais le tableau apocalyptique, si tu as une technostructure qui est censée penser dans la durée la pérennité de l'État et qui aujourd'hui est composée de mecs qui se prennent pour des cost killers et qui sont juste à faire des réductions de coûts, et là on fait semblant d'ouvrir les robinets, mais on voit bien que ce sera pour mieux les fermer après parce qu'on les aura pas ouverts à ce moment-là, et ne les ouvre pas, contrairement à ce qu'ils disent, pour penser la France de dans 5, 10, 15, 20 ans, mais on voit bien que c'est pour colmater les brèches d'aujourd'hui. Et je leur jette pas la pierre, hein, c'est compliqué ce qui leur tombe sur la tronche, donc je vais pas dire que c'est facile. Et que de l'autre côté, tu as une classe politique qui finalement est pas très courageuse et qui est très carriériste, qui est très à court terme, qui n'a pas beaucoup de vision et qui pense beaucoup à son strapontin de tout de suite, de dans 2 ans, de dans 6 mois. Non, c'est vrai que c'est pas génial. Je me souviens un jour, quand j'avais fait mon livre noir de l'agriculture, j'avais été invitée à déjeuner par Danielle Mitterrand. Et elle m'avait dit, donc c'était il y a 10 ans, 11 ans, et elle m'avait dit vraiment les hommes et les femmes politiques d'aujourd'hui sont vraiment nuls. Bah non, n'exagérez pas, ils sont pas nuls. Ils sont nuls, mais je pense que ceux de demain seront encore plus nuls. Et de toute façon, on a ce qu'on mérite, on a les politiques qu'on mérite. Et force est de constater, je ne sais pas si on a les politiques qu'on mérite, mais de fait, on n'a pas des gens qui font preuve d'une vision inouïe. Ça, je vais pas vous dire le contraire. C'est même assez angoissant. C'est ce qui t'a dissuadé, mais il ne s'agit pas de te pousser dans tes retranchements, mais quand même, comme je en témoigne, puisqu'on a même filmé, on vous a filmé en campagne, vous avez pu voir que les problèmes auxquels sont confrontés les Parisiens, et c'est des problèmes extrêmement sérieux, avec une dégradation de la situation qui est terrible, que ce soit le logement, la propreté, la voirie, un nombre incalculable de choses, les crèches, les écoles. Et qu'est-ce qu'on va nous proposer comme enjeu fondamental? Les coronapistes, se baigner dans la Seine en 2024, c'est quand même hallucinant. On est très au-delà de la courte vue haute, c'est du déni de réel, et c'est du foutage de gueule dans les grandes largeurs quand même. Où nous bloquer, ou fluidifier la circulation dans la rue d'Osran en supprimant les feux et autres conneries du même genre. Donc, ce décalage. Oui, non mais enfin bon, tu as vu les problèmes qu'ont les gens, tu évoquais les gens chargés du ramassage des poubelles, de la voirie. Une anecdote que je t'ai peut-être racontée d'ailleurs, qui est que pendant plusieurs jours les poubelles n'étaient pas ramassées dans la rue, la presse n'en parle pas, et pour cause, c'est parce que justement l'ensemble des personnels, comme ils habitent en banlieue et que Hidalgo avait interdit la circulation de leurs véhicules dans Paris, ils ne pouvaient plus venir bosser. C'est aussi bête que ça. Alors ça, ce qu'il y a d'intéressant, et c'est là qu'il y a toute une structure, j'appelle un appareil idéologique qui est coupable, c'est-à-dire y compris les médias, c'est que je n'ai vu trace de ça, qui est pourtant extrêmement simple à comprendre, dans strictement aucun média de droite ou de gauche ou ailleurs, pour raconter ce que pourtant les gens dans cette rue vivaient au quotidien, et l'explication qui était toute simple. Non, donc tout ça pour dire que je pense, j'imagine, même si tu ne peux pas le dire, que c'est le constat de cette imposture monumentale qu'acte au quotidien et à laquelle participe activement et même parfois opiniâtrement l'ensemble de la classe politique, et au niveau municipal dont tu as pu dire que effectivement c'est celui où normalement on est en prise directe avec les problèmes des gens, et où il ne s'agit pas du tout de faire des choses que vous demandent les gens pour améliorer leur quotidien, leur vie, quel que soit leur âge, leur situation. Il s'agit simplement de faire carrière. Non, mais ça c'est sûr. Est-ce que ça correspond je ne vais pas dire le contraire, ça c'est effectivement exactement ça. Puis par ailleurs, moi je sais que j'ai vécu de façon hyper violente et en fait il soit pas capable, que Hidalgo soit pas capable de dire qu'elle était contre le fait que se tienne le premier tour alors qu'on savait qu'on allait être confiné juste après. Moi je ne comprends pas qu'on ait fait ce premier tour dans ces conditions. Moi je ne me voyais pas participer à la mascarade du second tour après 2 mois de gel de la campagne, avec 2 mois entre parenthèses de non-vie avec le Covid, et de faire comme si il fallait déconfiner la démocratie, mais c'était pas déconfiner la démocratie, c'était s'assurer que les sortants qui avaient
qui avaient eu une prime parce qu'effectivement on avait tous la trouille, soit bien en place. Donc c'est vrai que moi tout ça m'a paru vraiment pas à la hauteur, je veux dire vraiment pas à la hauteur des enjeux, notamment après cette crise. Mais là où tu as parfaitement raison, c'est qu'il y a 1 milliard de choses à faire sur Paris. Il y a 1 milliard de choses à faire sur Paris. Et ça n'est pas fait. Moi, c'est pour ça que j'ai eu les choses dont s'occuper les équipes municipales jusqu'à il n'y a pas si longtemps, oui, y compris dans le 14e. Et là, effectivement, sur l'équipe municipale parisienne, c'est un petit peu aussi ce qui se passe aussi sur la France. C'est-à-dire qu'on a à la fois un manque de vision à long terme, c'est-à-dire qu'on ne voit pas comment tu propulses le Paris de dans 20 ans. Enfin, tu vois pas, je veux dire, le Paris d'Hidalgo, tu vois pas ce qu'il sera dans 20 ans. Je veux dire, c'est pas un Paris qui, tu vois, on ne se sent pas, on se projette pas dans un Paris de dans 20 ans. Et la gestion quotidienne est complètement chaotique. Donc c'est vrai que c'est très angoissant ça aussi au fond. C'est pas pour rien qu'il y a 12 000 personnes qui quittent Paris chaque année. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien. Il y a un moment, et alors là, il y aura une accélération en plus avec le Covid, parce que c'est évident que cette ville est devenue en période de Covid une véritable prison. Elle est déjà pas folichonne hors Covid, mais en Covid, c'était vraiment une prison totale. Donc c'est sûr, moi je suis assez catastrophée par ça. Je suis assez catastrophée par ça, je ne vais pas dire le contraire. Maintenant, je suis très contente de m'être lancée là-dedans. C'est hyper formateur. Et puis en plus, on voit pourquoi ça coince. C'est-à-dire que si tu veux, de fait, si je devais y retourner un jour, mais j'irais à la masse, quoi. Mais à la masse, quoi. Je veux dire, de fait, il faut être beaucoup moins gentil qu'on l'a été. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y aller à la masse pour que ça avance, quoi. Une seule solution, la révolution. Mais je vais te laisser maintenant conclure. Et j'espère que déjà tout ce qui a été dit va inciter les lecteurs, nombreux déjà, à s'intéresser à ton coup de gueule. Tu es familière de la chose. Mais voilà, un dernier coup de gueule, ou en tout cas une conclusion. Écoute, moi, tu vois, la conclusion, elle serait plutôt... Enfin, elle est optimiste, et que malgré tout, je trouve qu'on a une chance infinie de vivre dans ce pays. Je veux dire, c'est un pays magnifique. C'est un pays, moi, dont je suis hyper fière. Tu vois, je vais faire mon couplet, mais c'est vrai, moi je suis petite fille d'immigrés, je suis hyper fière de vivre dans ce pays. Je pense qu'on a une chance inouïe, je pense qu'il y a des forces vives qui ne demandent qu'à se saisir de toutes les opportunités qui sont devant nous. Et donc je vois pas, en fait, je pense qu'on peut relever ce pays tous ensemble. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup d'espoir là-dedans. Mais par contre... ça va pas être facile. Non, ça sera pas facile. Bon, il va falloir se retrousser les manches. En tout cas, merci Isabelle, bravo. Merci beaucoup.